Bonsoir, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de la ferme de Carrefour. Je suis comme toujours Emmanuel Kokam, le promoteur de cette chaîne. Vous avez été très nombreux à poster des questions pour notre invité du jour. Il s'agit ni plus ni moins que de quelqu'un que nous considérons beaucoup dans le monde de l'agribusiness. Le numéro 1 en Afrique sur l'agriculture sous serre. C'est le premier Africain à avoir développé une serre de 1 hectare entièrement automatisée. Alors aujourd'hui, c'est une occasion en or pour nous les jeunes Africains qui pensons que l'agriculture, c'est un levier de développement sur lequel notre continent peut s'appuyer pour développer. Il s'agit ni plus ni moins de Monsieur Amadou Sidibé, vous l'avez deviné, qui nous a fait l'honneur non seulement de nous accueillir ici à Bamako, et nous profitons de cette occasion pour lui dire merci d'avoir pris de son temps, d'avoir libéré de l'espace dans son agenda pour nous recevoir pendant ces 10 jours que nous avons passés à ses côtés, où nous avons pu le vivre au quotidien. Et je peux vous dire que c'est un monsieur d'une simplicité nulle part ailleurs. Généralement, on s'attend à rencontrer des gens pas faciles à vivre, mais je peux vous dire que j'ai pris du plaisir à vivre aux côtés de M. Amadou Sidibé. Nous allons tout de suite passer à cette interview. Donc vous avez été très nombreux à poster des questions. Nous espérons que nous allons trouver assez de temps pour pouvoir le faire. Vous remarquez que nous commençons cette interview dans son véhicule parce que nous revenons d'un déplacement. Malheureusement, le temps nous tenant à la gorge, et comme nous tenons à tout prix à faire cet entretien, nous avons préféré commencer dans cette voiture, et nous espérons terminer au temple de l'agriculture où se trouve sa serre d'1 hectare. Alors, écoutons M. Sidibé. Alors, mon cher grand frère, mon idole, bonsoir cher grand frère. Bonsoir Emmanuel. Merci une fois de plus de nous accorder un peu de ton temps. On sait que tu es un homme très occupé, mais comme tu tiens beaucoup à accompagner la jeunesse africaine, tu as accepté de prendre ton temps pour répondre à nos questions. Une fois de plus, nous te remercions pour cela. Je vais commencer par ma première question. Qui est Amadou Sidibé? Écoute Emmanuel, c'est moi qui te remercie d'être venu au Mali si loin, nous rencontrer, nous Maliens, agriculteurs maliens. Amadou Sidibé, je suis architecte de formation, et il se trouve que l'agriculture est mon petit péché mignon, et j'ai fait de l'agriculture tout ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire que je me suis dit qu'en apportant l'innovation, l'intelligence artificielle à l'agriculture, on peut promouvoir cette profession aussi vieille que le monde, en faire une activité économique très viable. Et surtout, qui c'est l'agriculture? C'est la première profession qui peut booster l'emploi des jeunes, qui peut booster le fait que les jeunes puissent s'autosuffire, puissent avoir suffisamment d'argent et affronter cette vie dure d'Africains qu'on a en face de nous aujourd'hui. Merci. Nous allons directement enchaîner. Nous avons reçu beaucoup de questions. On espère qu'on pourra éplucher toutes ces questions. Nos auditeurs ont été très nombreux. Nous allons commencer par la question de M. Mayojan de Yaoundé. Il dit merci beaucoup pour cette initiative. Ma préoccupation, comment est-ce que M. Sidibé gère la distribution de ses produits? Ça, c'est la première question. Les produits, imaginez les produits de la ferme sont des produits de qualité. C'est des produits que l'on obtient par l'utilisation, disons, de l'exploitation des serres, où on n'utilise presque pas de pesticides, où les produits sont en condition de laboratoire. La clientèle est ciblée au niveau des supermarchés, des restaurants, des consommateurs qui veulent des produits de qualité. Vous savez, avec la classe moyenne actuellement se fait de l'argent et veut vivre avec une alimentation saine, une alimentation sans insecticides, et l'écoulement ne pose pour le moment aucun problème. Et je dirais même qu'elle est insuffisante. La demande est beaucoup plus grande que l'offre. Voilà, il veut savoir, est-ce que vous avez accès comment est-ce que se fixent les prix? Est-ce que vous avez accès au consommateur final? Ou vous passez par des intermédiaires? Il nous arrive de passer par des intermédiaires. On a ouvert une boutique où les
les consommateurs viennent acheter directement. Et de plus en plus, on va essayer d'utiliser Internet, faire de la vente en ligne pour pouvoir passer de la ferme directement à l'assiette du consommateur. Ok, nous allons passer à la seconde question de M. Kamdem Christian de Bruxelles. Il demande quelles sont les solutions en ce qui concerne la conservation des produits. Je voyais dans le journal la problématique des cultivateurs de tomates qui ont fortement perdu du fait de la fermeture des frontières, dont plus de solutions pour l'écoulement de leurs produits. Écoutez, les tomates que l'on produit sous serre, c'est des variétés hybrides à longue conservation. À longue conservation, par exemple, une tomate, vous pouvez en température de chambre la laisser pendant 21 jours et la tomate ne pourrit pas. Ça veut dire qu'on a du mou pour pouvoir écouler. Et comme je l'ai dit tantôt, la demande est plus forte que l'offre et tout ce qu'on récolte en fait est commandé d'avance. On n'a pas de problème de stockage ni de conservation. Ok, nous allons passer à la troisième question de monsieur Ngamo Costal. C'est un Camerounais vivant à Paris, il est ingénieur. Bonjour monsieur Sidibé, question sur la diaspora et l'agro-business en Afrique. Je sais que le Mali s'appuie beaucoup sur sa diaspora, notamment sa diaspora française. Quel plan conseillez-vous à la diaspora pour l'aider à s'investir davantage dans l'agribusiness en Afrique? C'est sa première question. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, l'agriculture est une profession, une occupation hautement rentable. Avec l'utilisation du goutte à goutte, avec l'utilisation des techniques hors sol. On vient de visiter tout de suite avec toi une plantation de piment et la personne vient de vous dire qu'en investissant 1 million en semences, elle peut sortir à peu près 15 millions de recettes au bout de quelques mois. Ça voudrait dire que cette personne utilise du goutte à goutte, cette personne utilise des semences de qualité, de l'engrais de qualité. Elle arrive avec 1 million à obtenir 15 millions, même si on enlève les autres coûts. Vous comprendrez que les autres coûts ne prendront jamais 50% de cet argent. C'est beaucoup d'argent. La diaspora qui draine beaucoup d'argent vers l'Afrique, malheureusement cet argent n'est pas utilisé à bon escient parce que c'est donné aux parents et la diaspora occupée là-bas donne de l'argent et cet argent, au lieu d'être investi dans des projets de développement, est investi dans autre chose. Mon appel va à cette diaspora-là pour lui dire que de plus en plus cette diaspora aura à disposition des personnes ressources comme Emmanuel, comme Amadou Sidibé, comme tant d'autres, qui vont leur proposer des projets clés en main et surtout avec un suivi agronomique et commercial derrière. Ça veut dire que ce type d'agriculture, la construction de petites serres, l'exploitation du piment, de la fraise, la tomate peut devenir un système de franchise, des modèles économiques qu'on pourra proposer aux membres de la diaspora, projet clé en main avec devoir de résultat. Ça devient un investissement hautement rentable. Voilà, il demande la question, deuxième question de M. Ngamo Costa toujours. Pouvez-vous dire que l'agriculture et l'architecture vous a ouvert le chemin et donné les moyens pour vous lancer dans l'agriculture? Et sûrement parce que vous comprenez avec les honoraires d'architecte qui, si on prend le coût de la vie au Mali, l'architecte vit assez bien, a assez de ressources avec ses honoraires. Effectivement, ces honoraires m'ont permis de me lancer dans l'agriculture en faisant des commandes, en m'offrant des serres. J'ai commencé avec une petite serre de 320 mètres carrés. Après, je suis allé à 5000, maintenant à 10 000. Effectivement, ma profession d'architecte m'a permis d'avoir de l'argent pour me faire plaisir. Si vous devez recommencer, vous auriez choisi l'architecture ou l'agriculture? Et pourquoi? Peut-être si j'avais commencé par l'agriculture, j'aurais peut-être jamais pu arriver au niveau où je suis. Je ne regrette absolument rien. Au contraire, mon parcours d'architecte à agriculteur qui fait de moi aujourd'hui un archiculteur, c'est une nouvelle profession qui va peut-être rentrer dans le dictionnaire bientôt. La combinaison, l'architecte a une vision globale sur la vie et cette vision m'a permis de faire de l'agriculture d'une façon raisonnée, d'une façon assez intéressante. C'est pour ça que je suis à ce point aujourd'hui. Donc je ne regrette absolument rien, tout le contraire. Une question de Boris Kamdem, Camerounais vivant en Allemagne. Monsieur Sidibé, je m'intéresse beaucoup à vos débuts, notamment vos difficultés.
vos erreurs, vos astuces, vos forces, vos douleurs et surtout vos chiffres. On va commencer par vos difficultés. Écoutez, vous venez, vous n'êtes pas agronome dans un pays, vous êtes architecte et vous commencez à faire de l'agriculture. Et vous commencez dans une profession où, au lieu d'utiliser la daba pour faire du manioc, de la patate comme vos pères le faisaient, vous décidez d'aller vers un autre type d'agriculture avec l'utilisation de nouvelles technologies. Et autour de vous, il n'y a personne qui l'a fait avant vous. Vous allez faire des erreurs, il est vrai, mais toujours été dit, c'était un challenge que j'ai affronté avec doigté, avec intelligence. J'ai dû faire des erreurs, il est vrai, mais le parcours montre aujourd'hui que je suis parti de 300 mètres carrés à 10 000 mètres carrés en l'espace de 8 ans. C'est une progression assez normale. Les difficultés, c'est le financement, où trouver le financement, où trouver les terres avec la documentation, où trouver de l'eau, où trouver de la ressource humaine capable d'exploiter des équipements de cette mesure, parce qu'en même temps, il faudrait s'occuper à diriger son bureau, cabinet d'architecture. Vous n'êtes pas agriculteur à plein temps. Et il dit, bon, vos chiffres, bon, est-ce qu'un homme d'affaires ne donne pas souvent beaucoup ses chiffres, mais une fourchette de chiffre d'affaires, un intervalle, voilà, quelque chose? Je viens tout juste de dire que on vient de visiter une ferme où, avec un investissement de 1 million de semences, si vous ajoutez les autres frais, disons que la personne au bas mot a investi 4 millions pour avoir 15 millions. Moi, je suis sur 3 hectares en ce qui concerne les serres. Et les serres, j'ai à peu près 20 000 mètres carrés de serre. Imaginez normalement qu'une serre d'1 hectare peut rapporter par jour 1 million de francs CFA si c'est bien organisé, si tout est en place, si la production est assez bien cadrée. Environ 1 million de francs par jour. Est-ce qu'on peut, je vais rebondir sur sa question pour demander, bon, moi je ne vais pas m'intéresser aux chiffres, je vais m'intéresser aux quantités. Juste Sidibé, lorsque vous lancez la tomate, j'ai vu dans une vidéo que vous récoltez plus de 200 000 tonnes de tomates par an. Est-ce que vous confirmez l'information? Je confirme que le rendement d'une serre de 1 hectare, dans les conditions du Mali, on peut atteindre 200 tonnes, qui fait bien sûr les 200 000 kilos en 8 mois d'exploitation. Et ça, c'est des chiffres très bas. Je vous dis que le record à peu près en temps normal, c'est au Québec. Ils ont pu produire 752 tonnes à l'hectare en une exploitation. Dans les pays comme la Hollande, on atteint aisément les 500 tonnes, 400-500 tonnes. Les pays comme le Maroc, ils atteignent 300 tonnes facilement. Donc les chiffres que vous venez de dire sont des chiffres que je confirme. Ok, nous avons une question de l'abbé Gabriel Eket qui est prêtre au Cameroun. Il dit, je suis l'abbé Gabriel, prêtre du Cameroun. Voilà, voici ma question. Quel conseil donneriez-vous aux Africains qui continuent à investir dans les cultures pérennes? Bon, les cultures pérennes doivent exister, vont exister. Mais si vous voulez faire un raccourci et avoir de l'argent rapidement, bien sûr, c'est à travers le maraîchage. C'est à travers l'utilisation du goutte à goutte, des semences de qualité. Pour rapidement grimper, parce que bon, c'est des cycles de 2 à 3 mois. En 2 à 3 mois, vous faites un cycle si vous êtes en plein champ. Si c'est en serre, c'est 8 mois, je viens de dire bientôt. L'agriculture pérenne, des plantations, disons, je parle de l'exemple du Mali, hein, de l'acajou, de la mangue, des oranges. Bien sûr, pour entrer en production, il faut attendre 3 ans. Et au bout de 3 ans, vous commencez les récoltes, et puis c'est pas aussi rentable que de faire du maraîchage. Une autre question de Omer Soufo, informaticien vivant au Cameroun. Il dit, où puisez-vous l'énergie et la force pour persévérer et réussir dans un domaine où les débuts sont difficiles et même très difficiles? Oui, bon, c'est une question assez intéressante. L'énergie, je tire de l'espoir que l'Afrique suscite aujourd'hui. Imaginez que 60% des terres arabes sont en Afrique. Il n'y a que 2% de ces terres qui sont aujourd'hui exploitées. Imaginez-vous cette jeunesse africaine. Au Niger, par exemple, le taux de natalité des femmes, c'est entre 6 ou 7 jusqu'à 8. Toutes ces bouches qu'il faut nourrir. Imaginez le changement climatique. Imaginez que demain, c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde, parce qu'on dit que dans les années 2050, un terrien sur 4 serait un Africain. Et
et ça suppose qu'il faut nourrir ces Africains. Nous, on ne serait pas là peut-être, je ne sais pas, mais je me dis que c'est un devoir pour moi de montrer à cette jeunesse-là, la jeunesse, qu'il est temps, au lieu, aujourd'hui, nous, une partie des tomates qu'on mange vient du Maroc, à plus de 3000, 4000 km du Mali. C'est inacceptable. Avec le climat qu'on a, l'eau qu'on a, les terres qu'on a, il faut que la jeunesse africaine se mette à la production maraîchère, à la production dans l'agriculture, afin de pouvoir nourrir aujourd'hui toute cette population. Prenez l'exemple des États-Unis, 2% de la population nourrissent les 100% et en dehors. Aujourd'hui, l'agriculture, en emploi direct et indirect, occupe à peu près 80% de la population. Il faut libérer ces 80% pour qu'elle s'occupe d'autre chose. Nous avons une question de Joël Boda, et résident à Yaoundé. Il dit, c'est une occasion en or que vous offrez aujourd'hui. Que vous nous offrez aujourd'hui. Je tiens d'abord à dire merci à la ferme de Kafou et à monsieur et à Sidibé Agotech. Première question. Vous avez parlé dans une de vos vidéos, de la bonne fertilisation. C'est quoi la bonne fertilisation pour la culture de la tomate et des fraises? Écoutez, moi je vais parler de la culture de tomates et fraises, disons, sous serre. La plante a des besoins spécifiques donnés, quel que soit le pays où on se trouve. Et aujourd'hui, la science, et à travers l'agriculture, a déterminé les quantités de fertilisants dont la plante a besoin. La plante a essentiellement besoin de nitrates, la plante a besoin de phosphate, la plante a besoin de magnésium, la plante a besoin de calcium, la plante a besoin d'oligo-éléments. Sachant ces quantités-là, au fur et à mesure de la croissance de la plante, on les connaît. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour fournir chaque jour et chaque heure les besoins de la plante en fertilisant. Et donc, ce n'est pas M. Amadou Sidibé qui va le donner à la plante, c'est l'intelligence artificielle à travers des robots d'irrigation qui gèrent cette quantité-là, la donne à la plante d'une façon raisonnée, qui fait économiser les engrais et qui fait booster la production agricole. Au retour à notre interview, nous avons pris une petite pause pour permettre à M. Sidibé de souffler un peu. Voilà, il dit, comment faites-vous pour réguler la température dans vos serres pendant l'été? Écoutez, on a une serre complètement sous contrôle. Sous contrôle, ça veut dire qu'il y a des capteurs dans la serre qui mesurent les facteurs d'humidité, de chaleur, de luminosité, et transmettre ces facteurs-là à l'ordinateur central qui se permet de les corriger au fur et à mesure. Et pour les corriger, la serre a des outils. C'est des outils en termes d'écran thermique en aluminium qui se ferment, qui s'ouvrent. On a le plastique et on en a le misting, c'est-à-dire c'est de l'eau sous pression à 4 bars. On a des séries de ventilateurs. Et ces outils pris ensemble permettent de réguler la température. Même si vous avez 42 degrés à l'extérieur, ça peut vous ramener à 25-26 degrés à l'intérieur de la serre. Nous avons une question de Jean-Noël. Bon, je crois que ça revient à la question qu'on vient de poser. Il dit, comment gérez-vous le système d'irrigation? Avez-vous recours à un forage? Je crois qu'on va juste demander si vous avez recours à un forage. Le forage, c'est pour donner de l'eau. Et cette eau-là est stockée dans un tank de 400 mètres cubes à l'heure et que l'ordinateur avec la pompe se charge d'aller tirer et de donner aux plantes en fonction de leurs besoins par jour. Et ce besoin-là est régulé par la radiation du soleil. Encore des capteurs, l'intelligence artificielle. Ces capteurs-là disent qu'il fait très chaud, il y a trop de soleil aujourd'hui. Et l'information parvenue à l'ordinateur, l'ordinateur règle la quantité d'eau à envoyer à chaque plante pour que la plante ne se déshydrate pas, tout le contraire, pour que la plante se sente en condition d'aisance de croissance. Voilà, une question de Francis Mépon. Pourrais-je vivre des rentes d'une agriculture de 800 mètres carrés sous serre? 800 mètres carrés quand même, bon, je ne connais pas le modèle économique de 800 mètres carrés, je connais le modèle économique d'un hectare, d'un demi-hectare. 800 mètres carrés, bon, il y a quand même un prix de pointe. Et le rapport des charges et du prix de la serre par rapport au rendement, je dirais de prime abord oui, parce que j'ai vu des modèles de serre de 1250 mètres carrés qui sont rentables. J'ai même le business plan. Donc 800 mètres carrés, 1250, ça ne cherche pas très loin. Donc, oui, je crois que oui. La question c'est oui.
Voilà. Nous avons une question de Jafet du Canada. Je voudrais savoir s'il y a un projet de centre de formation pour jeunes désirés de se former en la matière. Je fais cette formation informellement maintenant. Je prends tous les jeunes qui désirent, quand il y a de la place, je les forme et c'est gratuit. Avec l'État, il y a 2 ans, j'avais un projet de construction de serre école pour la formation des 8 métiers de la sériculture. Le plombier, disons l'électricien, le charpentier, l'irrigant, l'agronome. Il y a 8 métiers dans la serre. On devrait les former. Financé par l'État du Mali. Malheureusement, avec tous les problèmes politiques qu'on connaît dans notre pays, ça n'a pas pu avoir lieu. Oui, à mon propre niveau, quand les places sont disponibles, je les dégage pour des jeunes qui veulent venir se former et je le fais gratuitement. Voilà, c'est en plus. Merci au nom de la jeunesse africaine, je vous remercie. Merci. Nous allons prendre une question de Lionel Ekoum depuis Montréal. Comment gérez-vous les vols avec tout le personnel qui travaille? Les vols, les gérer, je ne pourrais pas dire qu'on ne me vole pas, mais c'est assez. On essaie de contrôler, on essaie de voir. Les récoltes se passent, disons, chaque 3 jours. On a les quantités récoltées, et donc, avec les quantités récoltées, s'il y a des problèmes, une grande différence, on a toujours l'alerte qui donne, mais plus tard, je souhaiterais peut-être équiper mes serres de système de vidéosurveillance pour mieux contrôler. Voilà, une question de Honoré Fongan depuis Douala. Quelle est la durée de vie des tomates à l'exportation? C'est 21 jours, ça peut durer 21 jours. Quand il y a des colorations 1, 2, 3, 4, quand c'est vert et puis que la rougeur commence, preuve de maturité, vous récoltez pendant 21 jours, même en condition de chambre. Mais admettons, si vous mettez dans un frigo, et généralement les tomates voyagent en frigo, ça peut durer plus longtemps. Ça, c'est des prédations qui permettent d'avoir ce résultat. Une question de Claude. Peut-on faire de la culture de l'artémisia sous serre? Je souhaite m'y lancer. Oui, j'ai entendu certaines personnes le dire. Écoutez, la serre, c'est simplement pour reproduire les conditions d'aisance de la plante. Et si on peut reproduire ces conditions pour l'artémisia, pourquoi pas? Mais il y a un calcul économique à faire. La quantité d'artémisia récoltée, est-ce que ça couvre les frais d'exploitation? Ça, je ne le sais pas. Une question de Gaben Tiwa. Bonjour Emmanuel. Monsieur Sidibé a-t-il conçu sa serre sur fonds propres ou alors avec un crédit? Les premières serres construites là, 320 mètres carrés, et là, c'est sur fonds propres. La serre d'un demi-hectare, c'est une subvention de la Banque mondiale et d'un programme de l'État du Mali qui s'appelle PCDA et sur fonds propres. La troisième serre, ça a été fait sur disons, un financement d'une banque locale et sur fonds propres. Donc voilà à peu près le montage financier. Bonjour M. Libé, je suis M. Ken, de jeune Camerounais rêvant aussi de faire dans l'agriculture à grande portée. Et n'ayant pas les grands moyens, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour m'approcher de mon rêve? Non, c'est d'être osé. On ne peut pas faire de l'agriculture sans argent. Hein. Ça, il ne faut pas rêver. Mais on peut supposer qu'on peut petit à petit, à partir d'une petite exploitation, il y a maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite, le piment, la tomate, les concombres, on peut les faire plein champ, gagner de l'argent et petit à petit investir, comme tu le sais Emmanuel, dans des serres traditionnelles comme tu le fais au Cameroun. Donc à partir de ce type d'agriculture avec un minimum d'investissement, on peut rêver, gravir l'échelon et être propriétaire de serre. Une question de Patrick Daniel Yam. Comment le grand Sidibé fait pour gérer une aussi grande structure? Quel est le programme journalier de ce grand leader africain? Ben écoute, ce matin on s'est levé, tu sais à quelle heure? On a pris le petit déjeuner, 9 h on était déjà parti. On a écumé les champs. Il est maintenant 19 h, on n'a pas fini le programme de la journée. C'est comme ça tous les jours. Tous les jours, il faut être occupé à faire développer l'exploitation, à s'occuper de ses propres affaires, à s'occuper du cabinet, à s'occuper de la famille et à trouver du temps pour surveiller les travaux, voir ce qui se passe. Comme vous le savez, les yeux du propriétaire
l'agriculteur engraisse la ferme. Ah, ça, j'ai aimé cette phrase. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase, M. Sidibé, s'il vous plaît? Ça, c'est pour les promoteurs. Les yeux du propriétaire engraissent la ferme. Les yeux du propriétaire définitivement engraissent la ferme. Ça, j'ai aimé cette phrase. Quand vous êtes là, ils travailleront mieux. En cas de problème, en cas d'attaque d'insectes, eux, ils sont dedans tous les jours, ils peuvent ne pas voir. Vous qui venez tous les jours, propriétaire, la plante n'est pas une plante morte. Hein. La plante est un être quand même. Moi, je sens que la plante, certains même disent qu'en jouant de la musique aux plantes, la plante courra mieux. Tout n'est pas cerné autour du mystère des plantes. Moi, je sais que le propriétaire d'une plante, quand tu viens caresser les feuilles, tu touches à la plante est contente. Ça, c'est la passion. Ça, c'est la passion. Et je vais rebondir sur cette question pour demander, est-ce qu'on vous considère des plantations en gestion? Vous savez, ils auraient bien voulu, mais bon, j'ai pas 20 ans. Et est-ce que j'ai le temps de le faire? Mais je me dis que je me baserai sur des jeunes comme Emmanuel qui le fait déjà. Il gère des exploitations. On peut concevoir un modèle de franchise. Un modèle de franchise, un parcours agricole. Aujourd'hui, l'outil informatique vous permet de ne même pas aller dans un champ, de regarder loin comment ça se passe. On peut installer la vidéo, on peut créer des forums. L'agriculteur qui a un problème envoie les photos et à la minute on peut donner des conseils. C'est quelque chose à faire. Voilà, nous justement je vais encore revenir sur cette question. Et que conseillez-vous à ceux qui n'ont pas le temps de suivre au quotidien leur plantation? Est-ce que le conseil de confier la gestion à des entreprises comme la ferme de Carrefour qui propose un système complet de la gestion de la construction de la serre jusqu'à la commercialisation de la récolte? Définitivement oui. Aujourd'hui, les fermes deviennent des exploitations, des entreprises. C'est un modèle d'entreprise économique qui s'adapte aux serres aujourd'hui. Quand on fait un investissement, ne croyez pas que vous allez investir, tourner le dos, confier ça à des manœuvres ou des travailleurs et que ça se fera comme vous le voulez. Non, ces travailleurs ne feront le boulot que quand ils savent que vous allez venir. En dehors de ces ans, ils s'occupent de leurs propres affaires. Malheureusement, le salaire qu'on leur donne, ça ne suffit pas à leurs besoins complètement. Donc, aujourd'hui, n'ayant pas le temps, je me dis que les modèles comme Emmanuel le fait, Carrefour ferme, sont des modèles très viables qui font que la ferme est sous responsabilité contractuelle d'un prestataire qui garantit le résultat. Il demande des investissements, l'investisseur le fait, mais le résultat, selon le business plan fourni et au préalable, doit être respecté. Et de plus, il faut pousser même, faire en sorte que, disons, Emmanuel vous dit, je vous installe votre exploitation, je vous garantis 1000 kilos, disons, de tomates, et s'il y a 1200, faire en sorte même qu'ils bénéficient d'un pourcentage de ces 100 kilos produits. Et quand tout le monde est intéressé, je crois que le modèle pourrait bien marcher. Merci. Nous avons une question de M. Obono. Quel a été le budget d'investissement de la serre d'un hectare? Oh, la serre d'un hectare, c'est entre 275 millions et 300 millions. Voilà. Et quel peut être le chiffre d'affaires annuel? Ils sont vraiment intéressés par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est énorme. J'ai dit 200 tonnes. Imaginez qu'un kilo de tomates au minimum coûte 500 francs. C'est de 500 francs à 1000 francs. Si vous prenez une moyenne de 750 francs, imaginez que vous pouvez aisément 750 fois 200, vous avez dans les, disons, 150 millions par an avec une serre d'un hectare. Même si vous avez 125 millions, ça couvre largement ce que vous avez mis dedans. Et il dit comment faire pour se faire accompagner cette technologie au Cameroun? C'est pas sorcier, il faut appeler Emmanuel, ou bien il faudrait investir et accepter qu'un chef de serre qui peut être un étranger, qui peut, s'il y a la compétence au Cameroun, lui, s'il n'y a pas la compétence au Cameroun, il faudrait pas faire l'économie de conclure un contrat avec un Sud-Africain, un Kenyan ou un Marocain qui ont la culture de ce mode d'exploitation de culture sous serre, et puis bon, lui confier cette partie et puis suivre ça, faire le transfert de connaissances
dépôt et puis on a dirigé les faire comme ça. Question de Eva Kamdem. Je voudrais savoir si après investissement, tu as su laisser il y a un retour, si après investissement, il y a un retour sur investissement. J'ai calculé que si c'est bien fait, au bout de 16 à 17 mois, vous avez un retour sur investissement. Au bout de 16 à 17 mois. Ouais. Bon, il voudrait savoir comment faire pour créer un partenariat. Moi, je peux, le partenariat intellectuel, le know-how. Aujourd'hui déjà, j'ai 5 ou 6 clients avec lesquels j'ai des contrats d'assistance technique. Aussi, le contrat, aucun problème, je peux faire le suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est l'écriture des termes de référence, l'aide à l'achat de la serre, parce qu'il y a beaucoup de fabricants, il y a 5 ou 6, les mettre en compétition sur la base des termes de référence. L'achat, l'acheminement, l'installation, la formation, l'assistance au recrutement du chef de serre. Aujourd'hui, on sait faire ça. On l'a fait pour beaucoup de clients. On maîtrise ça de bout en bout. Et puis, je tiens à rassurer Eva Kamdem que Sidibé Agrotek est déjà représenté au Cameroun. Donc, pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec Sidibé Agrotek, vous n'avez qu'à vous rapprocher d'Emmanuel de la ferme de Kafo et on fera le reste. Merci. Voilà. Pierre Chamaké, je suis Pierre Chamaké du Cameroun. Je suis vraiment impressionné par votre revirement d'activité. J'ai cru en tant que M. Sidibé utilisait l'engrais chimique. Pourquoi ne pas envisager l'usage des engrais naturels pour lequel nous avons en Afrique un fort potentiel? Pourquoi pas on a une culture sous serre. Culture sous serre, les investissements sont importants et il faut rentabiliser. Et vous savez, l'agriculture biologique, c'est une niche, une toute petite niche en Afrique. Et le challenge est fait, est-ce qu'on est des hommes d'affaires, est-ce qu'on veut gagner de l'argent en utilisant le maximum de pesticides, en ayant le minimum d'impact sur la nature. Oui, aujourd'hui, on sait le faire avec une serre, en utilisant de l'engrais minéral. Qui dit engrais minéral, vous savez, l'urée est obtenue à partir du pétrole, mais les autres engrais type phosphate, potasse sont des roches dans la nature. Donc, ne croyez pas que tout est chimique. Non, tout n'est pas chimique. Et sous serre, on utilise le minimum d'insecticides, mais il se trouve que l'être humain, dans ses déplacements, peut apporter des maladies. Auquel cas, il y a des insecticides biologiques aujourd'hui, où il y a des insecticides chimiques à délai avant récolte très réduit. Et donc, au bout de 3 ou 4 jours, il n'y a plus de résidus de pesticides sur les fruits. Voilà, je suis Inès Sanogo depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir quelles sont les conditions pour un séjour d'immersion chez Sidibé Agrotek. Et ces conditions, c'est juste un billet d'avion pour arriver, des moyens pour s'héberger, pour se déplacer, et le reste, Sidibé Agrotechnique, pour le moment, fait gratuitement la formation, comme je l'ai dit tantôt. Peut-on pratiquer l'agriculture sous serre de façon biologique et obtenir les mêmes résultats? Non, le biologique veut dire que c'est moins rentable, c'est moins productif, c'est obligé, c'est les conditions du biologique. Parce que c'est vrai qu'en biologique, on n'a pas tous les moyens, on n'a pas tout en main pour satisfaire les besoins de la plante. Qui dit production biologique, c'est production raisonnée, on ne pousse pas la plante dans ses derniers retranchements. Voilà, nous avons une Brice Footing voilà, qui nous écrit depuis le Canada. Bonjour Monsieur Sidibé et merci pour votre partage. Merci Brice. Voici mes questions. De 320 mètres carrés à 1 hectare, quel a été le chemin suivi par M. Sidibé? Pendant combien de temps avez-vous exploité la serre de 320 mètres carrés avant de passer à 5000 mètres carrés et 1 hectare? 2011, début 2012, 320 mètres carrés. Déjà en 2013, j'ai compris qu'il fallait aller sur plus grand. Donc 2011, 320, 2013 déjà, j'ai installé la 5000 m², 2016, 10 000 m². C'est ça la progression. Ça veut dire que le secteur est bon, c'est rentable, sinon je ne serais pas passé de 300 m² à 10 000 m². Voilà, bon, je crois que vous avez répondu à cette deuxième question. Troisième question, quelle culture faites-vous dans la serre de 320 m²? Quelle fréquence récoltez-vous par année? J'ai transformé la serre de 320 m² en serre de rose. Je fais de la rose à couper, et qui est aussi très rentable. Et cette serre-là est dédiée à la culture de la rose.
Voilà, je profite pour vous dire que malheureusement, on n'aura pas eu le temps de parcourir toutes les exploitations de monsieur Sidibé parce qu'il fait aussi, il a aussi une orangerie, il faut aussi la culture du melon. Or, c'est malheureusement le séjour était vraiment au pas de course, mais on reviendra on reviendra au Mali. Voilà, il dit quel est selon vous le minimum de superficie à exploiter pour rentabiliser l'investissement d'une serre complètement automatisée? Complètement automatisé, au moins 1,5 hectare, parce que l'automatisation a un coût. Il a un coût pour 1 hectare jusqu'à 5 hectares. Et ce coût est presque fixe. Et donc, si vous plus vous faites, la surface est petite, moins elle sera rentable pour vous à cause de ce coût fixe. À partir d'un demi-hectare, ça devient déjà intéressant. Donc, pour ça veut dire qu'à partir de quel superficie on ne peut automatiser qu'à partir d'un demi-hectare? Ça dépend du niveau d'automatisation que vous voulez. On peut même faire le champ en automatique, l'irrigation en automatique solaire aujourd'hui existe. Mais bon, vous parlez ici une automatisation complète qui va de l'automatisation de l'engrais, du climat. Il faut aller à 1,5 hectare au moins. Étant donné qu'il y a toujours des difficultés dans toutes choses, quelle est selon vous la difficulté que vous rencontrez ou que vous avez rencontré dans l'exploitation d'une serre? Il faut l'acquérir d'abord, le financement. Si vous n'avez pas de fonds propres, ça devient très difficile. Si vous n'avez pas de terrain, c'est bien difficile. Si vous n'avez pas de ressources en eau, c'est encore plus compliqué. Voilà. Quelle autre activité agricole faites-vous à part l'exploitation des serres? Je fais l'exploitation des serres, la culture plein champ de l'orange, du melon, comme tu viens de le dire. Et puis voilà, pour le moment, c'est ce que je fais. Quel conseil donneriez-vous pour débuter la culture sous serre et grandir dans cette activité? Oui, il faut aller voir Emmanuel Kokam à la ferme Kafo. Merci pour la publicité. C'est pas une publicité, je sais que les débutants peuvent commencer avec toi et tu as des exploitations comme ça. Et il faut commencer avec toi, monter petit à petit, doucement, et puis se faire son chemin. Monsieur Sidibé, pour ceux qui voulaient savoir comment se passe une journée de Monsieur Sidibé, il est 19 h, mais il tient quand même à aller dans sa plantation. Vous voyez, nous arrivons là à la plantation. On va continuer une partie. On espère que l'éclairage sera suffisant. Il tient à arriver dans sa plantation à 19 h. Vous voyez, c'est comme pour dire, Monsieur Kagame, le président Kagame avait dit, il faut travailler très dur pour y arriver parce que il faut juste travailler très dur jusqu'à ressentir mal parce que la pauvreté fait plus mal. Il a bien dit Kagame, c'est un visionnaire celui-là. Voilà. C'est mon idole. Donc voilà, comme vous êtes le mien aussi. Voilà. Dans la dernière question, Monsieur Fouting, oui, c'était la dernière question. Voilà, maintenant on va sortir pour suivre Monsieur Sidibé. Voilà, nous sommes revenus dans ce que j'aime bien appeler le temple de l'agriculture sous serre en Afrique. Malheureusement, il fait noir. On aurait bien aimé faire cette vidéo en journée, mais les contraintes d'agenda ne nous ont pas permis. Mais nous allons quand même, tenons à finir. Bon, voilà, Monsieur Sidibé, nous allons revenir vers vous. Nous avons une question de Madame Bia Benadette, qui est un haut cadre au ministère des enseignements secondaires. Elle demande, Monsieur Sidibé, je suis Benadette Bia du Cameroun, enseignante et très intéressée par votre activité pour ma retraite et pour aider mon fils qui fait dans les études agroalimentaires. Le risque vaut-il la peine? Ah, bien sûr. Bien que ça vaut la peine, c'est une activité économique viable, comme je vous l'ai dit tantôt. Ce n'est pas une question de retraite, c'est une question de jeunesse. Et après la retraite, c'est une activité très viable et ça en vaut la peine. Il peut-on estimer dans un compte d'exploitation les dépenses avant la première récolte dans une superficie de 300 ou 500 mètres carrés? Il faut faire un business plan. C'est un modèle, il faut faire un business plan. 300 mètres carrés, c'est assez petit quand même. Voilà. Je suis Edgar Nolak. Salut Emmanuel, j'ai 3 questions pour notre cher Monsieur Sidibé. Quelle formation suivre pour gérer un aussi grand projet? C'est quoi le background? C'est quoi son background, ses études? Il faut être un passionné pour le faire. Si vous avez la passion de le faire, vous n'avez pas besoin d'une étude spéciale. C'est vrai qu'il faut se faire encadrer d'agronomes des fois, de techniciens, pour vous aider à conduire les plantes. Mais il faut être passionné d'abord. Ça, c'est la première qualité, c'est la première profession. Voilà. Quel est votre plus grand échec dans la vie entrepreneuriale? Ça, c'est une question à dessous. L'échec avec les banques peut-être. La relation avec les banques, ça c'est vraiment un échec. Les banquiers ne comprennent pas l'activité agricole.
ne comprennent pas le cycle agricole et n'accompagnent pas assez bien l'agriculture africaine. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner à une jeune qui veut se lancer dans l'agribusiness en Afrique, mais qui hésite ou ne trouve pas d'opportunité pour se lancer? D'être passionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aimer ce qu'elle veut faire, de se faire accompagner par Emmanuel ou par Amadou Sidibé. Voilà. Daniel Épée. Merci, monsieur Emmanuel et monsieur Sidibé, pour tous les efforts que vous faites pour illuminer la jeunesse africaine. Quelques questions. L'espace dans votre premier, c'est on remarque qu'une voiture peut rouler tellement il y a d'espace. Quel objectif et quel impact du manque de cet espace dans les petites serres? Bon, la serre et la culture sous serre, c'est une question de densité au mètre carré. Pour la tomate, par exemple, c'est 2,4, 2,6 plants au mètre carré. C'est ce que vous devez occuper pour que la plante se sente à l'aise. On ne fait pas des espaces grands ou petits. La plante a des besoins, il faut donner l'espace dont la plante a besoin. Voilà, dans une serre de 500 mètres carrés, quels sont vos 10 conseils pour une production optimale, quelle que soit la culture? Il faudrait que la serre soit bien conçue et qu'elle sied à la plante que vous voulez mettre à l'intérieur. Et une fois cela est réalisé, il faut avoir la bonne sémence, il faut avoir le bon engrais, il faut avoir le bon encadrement. Il faut connaître les maladies de la plante et puis il faut avoir un circuit d'écoulement des produits que vous allez avoir. Métier de la serre. Nous remarquons que tous les métiers dans la serre, tous les métiers sont représentés. Quel est le métier central pour le succès dans une serre? Et tous les métiers de la serre, il y en a 8 à peu près, sont très importants. Un métier ne peut pas aller sans l'autre, ça fait un tout pour faire une bonne serre. De monsieur Gaston Doumbé, résident au Cameroun. Question. Où se fournit M. Sidibé en semences au Mali? Non, les semences, c'est en Europe. Les grands sémenciers sont en Europe. Les grands sémenciers sont en France. Il y a Close, surtout en Hollande, où il y a Enza Zeda, où il y a Rexvan, il y a Bejo. Les plus grands sont en Europe. Et c'est là-bas en Espagne aussi, il y en a, Semias Vito. Voilà. J'ai vu dans une de vos vidéos des ruches. Des ruches pour les abeilles. Ce dispositif est-il pertinent pour la pollinisation? Non, bien sûr, ce n'est pas des abeilles, c'est des bourdons. Les bourdons sont de la famille des abeilles et les bourdons sont là pour la pollinisation. Vous êtes en milieu fermé, des insectes extérieurs ne peuvent pas entrer et il y a des plantes qui ont des fleurs femelles et mâles et pour ces plantes-là, on a besoin de bourdons pour polliniser. La tomate est un peu spéciale. La tomate a une fleur fermée, soudée. Et le pollen, les pustules sont à l'intérieur de la plante fermée. Et on a donc besoin de bourdons dont la bombe mène à un mouvement spécifique qui vibre la plante pour faire tomber le pollen sur le pustule et ce qui provoque la fécondation. Voilà, et concernant les pesticides, est-ce qu'il vous arrive d'en utiliser? Il m'arrive d'utiliser des pesticides, mais c'est des pesticides contrôlés qui ne sont pas nuisibles aux abeilles et aux hommes et dont le délai avant récolte est très réduit. Voilà, je suis Lionel Djougem, résident camerounais aux États-Unis. Bonjour Emmanuel et merci de nous donner l'opportunité de discuter avec ce grand homme qui est M. Sidibé. M. Sidibé, merci de nous accorder un peu de votre temps. Je suis Lionel Djougem. Voilà. Au regard de votre parcours d'architecte, tous les œuvres que vous avez réalisées, on comprend tout de suite que vous aviez un brillant avenir dans le domaine de l'architecture. Mais pourquoi avoir laissé tout cela pour vous lancer dans l'agriculture? Quel a été votre catalyseur dans cette décision? J'ai plus d'une trentaine d'années professionnelles en architecture. J'ai eu la chance unique pour un architecte de réaliser le monument de l'indépendance de son pays. C'est pas une affaire de talent seulement, c'est une affaire de chance. Et donc j'ai eu cette chance. Je me suis fait plaisir. J'ai conçu beaucoup de bâtiments. Et à un moment de sa vie, on s'est dit bon, est-ce qu'il faut pas lancer un nouveau défi? Est-ce qu'il ne faut pas se faire plaisir, montrer que cela est possible? Et c'est l'Afrique qui donne cette opportunité. Opportunité d'une population jeune, d'une demande croissance, d'une classe moyenne là, et qui fait qu'un architecte peut... Et puis, vous savez, l'agriculture, c'est une science de l'observation. On n'est pas obligé d'être agronome. Chacun a sa pratique personnelle. Ceci m'a donné l'opportunité de développer un autre type d'agriculture, l'agriculture avec de l'innovation, l'agriculture avec l'intelligence artificielle et avec le résultat que vous connaissez. Merci.
Il pose encore une question. On se pose toujours la question de savoir, est-ce que les personnes qui ont réussi ont commencé pour atteindre ce niveau exceptionnel? Comment avez-vous commencé votre aventure dans l'agriculture? Avec quels moyens financiers? Je veux dire, est-ce qu'il vous a fallu de gros financements au départ? Non, bon, il a fallu acheter son terrain, avoir un petit foncier, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Il a fallu croire en ce que vous faites. Il a fallu acheter une petite serre de 320 mètres carrés, l'exploiter avec le résultat qu'on connaît, à la progression qu'on connaît. Et définitivement, il faut de l'argent pour le faire. Il faut avoir une subvention ou avoir les reins assez solides pour le faire. Oui, je vais rebondir sur ce que j'ai vu dans une de vos vidéos. Vous aviez dit que la première, c'est à vous a donné des résultats exceptionnels et c'est ça qui vous a encouragé. Est-ce que vous pouvez un peu en quelques mots nous revenir sur cette aventure de votre première serre? Dès qu'on a implanté cette serre, on a essayé de faire de la tomate. Ça a donné un bon résultat par rapport à la tomate plein champ. Après, on est venu au concombre, au pastèque. Et vraiment, le résultat était assez bon en termes de rendement, en termes de qualité des fruits obtenus. Et c'est ce qui m'a poussé à aller vers la serre d'un demi-hectare. Alors, sa dernière question de M. Djougem Lionel. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Africains qui souhaiteraient suivre votre exemple? Quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, il faut se faire accompagner. Il y a Emmanuel, il y a d'autres personnes qui aujourd'hui s'intéressent à ça, qui ont cru, qui ont laissé leur profession, qui sont lancés dans cette culture-là, qui ont une certaine expérience. Faites-vous coacher par cela. Emmanuel est disponible, Amadou Sidibé est disponible. Merci. Nous allons passer à une question de Augustin Djongwe. Je le connais très bien, c'est le directeur général d'une compagnie d'assurance au Cameroun. Donc, bonjour mon frère, soutien total pour tout ce que tu fais. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on se lance dans l'agriculture. Il pose le choix des plantes. Où est-ce qu'on trouve la clientèle? Quelle surface peut-on faire pour commencer une serre? Est-ce qu'on peut commencer une culture de serre si on n'a pas plusieurs millions de francs, bien qu'ayant déjà un terrain? On peut le faire en tant qu'amateur, se faire plaisir, tout petit, 100 mètres carrés, 500 mètres carrés. On peut le faire pour gagner de l'argent, pour gagner du fric. Pour cela, il faudrait avoir l'accompagnement d'une banque ou avoir les reins solides. Parce que si vous considérez ça comme une activité économique, c'est comme si vous voulez avoir une usine de carreaux, ça coûte de l'argent. C'est à peu près dans les 300 millions qu'il faut avoir, 200-300 millions pour installer une serre de 1 hectare avec toutes les technologies pour la rendre très productive, pour avoir un retour sur investissement au bout de 16-17 mois. Rarement une activité économique est aussi rentable. Donc si je veux rebondir sur cette question, ça veut dire que l'agriculture pour vous, l'agriculture est l'activité la plus rentable en ce moment? À condition de trouver la bonne technologie, la bonne méthode de faire, le bon créneau, de cibler là où la demande est forte. Et définitivement, rarement une activité économique peut être aussi rentable que l'agriculture si vous maîtrisez les chaînes de valeur, vous maîtrisez la procédure, vous avez l'équipement adéquat pour faire votre production. Moi, ça c'est une question qui vient de moi. Ce que j'ai appris dans ce voyage auprès de vous, c'est que l'irrigation a une part très importante dans un projet agricole. J'ai vu dans votre site, on trouve des sites. Le Mali est un pays sahélien où il fait très chaud. Mais j'ai remarqué qu'au Mali, on trouve des arbres. J'ai remarqué, vous m'avez dit une phrase l'autre jour quand je vous ai dit, je vois le goutte à goutte même sur les arbres. Vous m'avez répondu que même sur votre corps, il y a le goutte à goutte. Alors, quelle est la place, un meilleur système d'irrigation, c'est quel pourcentage dans la réussite d'un projet agricole? Prenez l'exemple sur Israël. Israël, c'est beaucoup plus sec que le Mali. En Israël, on utilise la rosée du matin, le condensant qui se dépose le matin de bonne heure pour irriguer. En Israël, les eaux vannes, donc les eaux des toilettes, sont recyclées pour faire de l'irrigation de tous les jardins que vous avez à l'extérieur, c'est des eaux vannes. Israël a une efficacité de récupération de l'eau vanne de l'ordre de 98%. Qui dit un bon projet, c'est donc une bonne irrigation. Et vous savez, l'irrigation et la fertilisation occupent à peu près 40% du coût d'un projet agricole. Donc si vous la réussissez, vous économisez de l'argent. Et comme dans l'agriculture, les coûts sont un facteur important, les revenus qu'on obtient doivent être maximalisés, les coûts doivent être minimisés. L'irrigation participe à cette balance-là dont on parle.
Voilà, ça veut dire que l'irrigation est un facteur important. Bon, monsieur Sidibé, si moi j'arrose avec mon arrosoir du village, j'ai arrosé. Est-ce qu'il y a une différence entre arroser avec mon arrosoir du village et l'irrigation goutte à goutte? Et définitivement, parce que l'irrigation a un coût. À part la pluie qui tombe du ciel, toute eau que vous utilisez pour arroser, vous êtes obligé avec votre force ou avec un moyen d'exor, aller puiser cette eau-là. Vous l'avez puisée d'un puits, d'un forage ou d'un fleuve, vous avez dépensé de l'argent qui a un coût. Maintenant, vous apportez ça à la plante. Et si les besoins physiologiques de la plante, c'est 1 litre par jour, si vous lui donnez 10 litres, vous avez perdu 9 litres d'eau. Et ça fait 9 litres multiplié par le coût d'exor de 1 litre, ça fait beaucoup d'argent. Parce que peut-être pour produire 1 kilo de tomates, il faut à peu près dans les 20 litres ou 100 litres. Donc c'est important d'économiser cette eau. Et en matière d'irrigation goutte à goutte, on donne l'engrais avec l'eau d'irrigation. Ça veut dire que si vous perdez de l'eau, vous avez perdu de l'engrais et ça a un coût très important en Afrique. Ok, voilà. Une question d'Atu Pamou. Monsieur Sidibé, c'est d'abord un honneur pour moi que vous preniez un instant de votre précieux temps pour répondre à nos questions. Monsieur Sidibé, j'ose croire que vous êtes à la tête être à la tête d'une aussi grande ferme demande des efforts colossaux. Alors j'aimerais savoir comment monsieur Sidibé réussissez-vous à vous organiser sur le plan personnel. Ensuite, comment faites-vous pour mettre en branle toutes ces personnes autour de vous pour avoir ces résultats? J'aimerais, dans votre argumentaire, axer sur les plans de gestion du personnel, implantation, culture, suivi et écoulement des produits. Mais écoutez, la gestion du personnel est essentielle, que le personnel soit à l'aise, que le personnel soit motivé. La ressource humaine est très importante dans toute activité humaine. Et donc, c'est vrai que ça devient de plus en plus dur de gérer tout ça, mais avec la passion et l'énergie, on essaye de le faire avec une certaine réussite. Tout n'est pas réussite, il y a des échecs de temps à autre. Imaginez où il est près de 20 heures, on est là arrêté en train de parler d'agriculture, on a des journées chargées et c'est pas facile du tout. L'écoulement des produits, on en a parlé plus tôt et c'est pas la peine de revenir sur ça. Voilà. Une question de Ngalamo Nelson Olivier. Question. Est-ce que M. Sidibé a commencé son activité agricole directement à travers l'agriculture sous serre et mécanisée, où il a eu à pratiquer l'agriculture traditionnelle dans les champs avec machette sur une petite superficie? Oui, bon, j'ai commencé avec un champ d'oranges de 1,5 hectare que j'arrosais traditionnellement. Après, je suis passé à l'aspersion et pour finir, j'ai fait du goutte à goutte. Et depuis, c'est ce modèle de goutte à goutte que j'ai dans ce champ qui a une 12aine d'années d'existence déjà. Après, j'ai eu le premier verger commercial de vigne au Mali. Sur 1 hectare, c'est moi qui l'ai implanté, au goutte à goutte aussi. Et donc, j'ai définitivement commencé, disons, en 2002, 2001, 2002. Et ce n'est qu'en 2011, 2012 que j'ai implanté ma première serre. Donc, 10 ans après. Ça veut dire que j'ai fait l'agriculture plein champ. Et après, je suis allé aux serres. Et en même temps que les serres, j'ai encore du plein champ. Ok. Justement, nous avons fait un tour dans votre plantation, là où vous faites du plein champ, où vous faites de la culture du melon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du melon, s'il vous plaît? Le melon est une culture aussi très rentable au goutte à goutte. La demande est assez forte au Mali. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais au Mali, la demande est assez forte. Et c'est un produit à fort, c'est très rentable, comme je l'ai dit. La culture peut être maîtrisée très facilement. Et puis, bon... pendant 8 mois de l'année au Mali, on peut faire 3 cycles de melon, alors que dans les autres pays tempérés, c'est une seule fois. Ça donne un avantage comparatif assez important. Voilà, on ne va pas revenir. Il a posé plusieurs autres questions dont nous avons déjà eu des réponses, mais il y a une question qui mérite d'être posée. Il dit, est-ce que le gouvernement malien vous accompagne? Pas du tout, le gouvernement n'accompagne pas. C'est tout le gouvernement africain, ils ont d'autres problèmes. Ils préfèrent les cultures des rentes, c'est ce qui les intéresse. Mais le genre d'agriculteurs privés comme nous, on est les derniers de leurs soucis. Voilà, on va passer aux questions de Eric Capco. Salut Emma, salut au grand frère Amadou Sidibé. Je suis centrafricain et je réside aux États-Unis. Étant donné que la meilleure école pour nous, c'est l'apprentissage, learning by doing. Pourrions-nous faire du bénévolat à la ferme Sidibé? Si oui. Invités, ils sont invités, la bienvenue. La ferme est ouverte à tout le monde. Monsieur Sidibé étant la locomotive, comment entend-il tirer la jeunesse africaine, pour ceux qui le veulent, à divulguer et pérenniser
cette technique d'agriculture verte dans l'Afrique subsaharienne? En lançant des cris de cœur, en les convainquant de voir ce que je suis en train de faire et ils n'ont même pas, la jeunesse africaine n'a même pas le choix. C'est par l'agriculture que l'Afrique se développera ou rien. C'est pas les mines, hein. C'est par l'agriculture et cette jeunesse comprendra cet état de fait très rapidement. Les nouvelles technologies aidant. Et vous savez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein. Quand le jeune saura qu'en faisant de l'agriculture, ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils viendront vite fait. Et qu'il n'y a plus de pénibilité, il n'y a plus de tabac. Vous voyez, on est dans une serre très propre, on peut rentrer en costume. Puis voilà, quoi. Avant, agriculteur, c'était quelqu'un qui a une daba, des habits déchirés, tout sale, sans chaussures. Ce concept est dépassé depuis longtemps. Ah, je peux confirmer, hein. Vous êtes un agriculteur ultra moderne qui va quand même au champ en Range Over Vogue et Prado. Ça c'est quand même, vous êtes un agriculteur moderne. Et on espère arriver à ce niveau-là. Il termine avec une belle phrase, je vais quand même citer cette phrase. Il dit, Kwame Nkrumah disait, l'indépendance du Ghana n'est rien si le reste de l'Afrique n'est pas indépendante. Grand merci et chapeau bas. Vive l'Afrique qui bouge. Je crois que c'était important de préciser ça, voilà. Merci. On a une question d'une sœur de Libreville. Elle dit, je suis mariée depuis Libreville au Gabon. Tout d'abord, merci à M. Sidibé et à Emmanuel de nous accorder un échange qui, je crois, sera productif sur plusieurs pans. Il dit, avez-vous décidé de produire pour un marché existant ou vous êtes allé vous-même à la recherche de votre marché? Le marché est là. C'est Bamako, disons, 3 millions d'habitants, classe moyenne. Ils veulent manger du propre. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et cette demande-là va croissante. J'ai pas eu besoin de chercher cette clientèle qui me cherche aujourd'hui. On va arrêter pour ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tout le monde. Merci et vive l'agriculture. Merci. Merci, au revoir.